Salut tout le monde, j'espère que ça va bien à la maison. Vous êtes prêts pour un gros combo cette semaine. Je le sens dangereusement en forme. Et j'aimerais juste lui envoyer le message que je le suis moi aussi. Max, comment ça va? Ça va bien, ça va très très bien. Dangereusement en forme, Gonzo. Ah ouais, tu te sens comme Baker Mayfield aujourd'hui. Est-ce que c'est un compliment, ça? Ah! Non. Je m'excuse. Non, ta part, c'est mais... un compliment, je sais. Hey, avec la saison qu'il a connue, j'espère qu'il ne reste plus beaucoup de détracteurs de Baker Mayfield. Les Browns, en ce moment, ils prendraient Baker Mayfield. Okay? 100 millions. 50 garanties, je te l'accorde. Mais non, je ne suis pas un si grand détracteur de lui. C'est beaucoup d'argent pour Baker, mais en même temps, en regardant les millions et les échanges et la chaise musicale des carrières dans la NFL, c'est correct. C'est correct, le contrat. Je ne sais pas si tu as vu passer, mais il y a comme eu cette semaine, je ne sais pas c'est parti de quel compte, mais il y a eu des énormes débats sur Twitter sur le joueur le plus surestimé de l'histoire de la NFL. Ça n'a pas cessé de passer dans mon feed toute la semaine. Et beaucoup de manque de respect envers un de mes préférés, Odell Beckham Jr. J'en revenais pas. Les gens ont oublié à quel point OBJ, avant sa première blessure, s'enlignait une méchante carrière. Oui, mais un gars qui se fait aller de clapet de la sorte, et là où il est rendu aujourd'hui, des fois, ça attire la mauvaise presse, comme on dit. Oui, mais j'aimerais juste rappeler que OBJ, avant la première blessure, c'était en partant toutes des saisons de des saisons de 10 touchés. Mais j'espère que je l'ai aimé. Non. Moi, je suis pas un grand fan d'OBJ. Hey, s'il se blessait pas au Super Bowl pour les Rams, il s'enlignait le MVP du Super Bowl. Hein? Il a eu le temps de faire 75 verges en un quart de travail. Quel receveur non surestimé. Non. Pardon. Trop grande gueule. Aïe. Parfaitement estimé. Non. Respect OBJ. Pas du tout. Pas d'allure. On va se pogner, Max. Hey, t'es en mode Grinch aujourd'hui, toi, ça n'a pas d'allure. Non, je suis de bonne humeur, je l'ai dit. Tu t'es pogné dans le trafic par hasard? Peut-être un peu, mais... comme c'est souvent le cas, il faut dire quand même. C'est une grosse émission. On va parler peut-être de football en fin d'émission si on a le temps, parce que le draft s'en vient. Puis là, on commence à avoir des cotes sur le Mise au jeu plus et miseaujeu.com pour le prochain repêchage. C'est le fun. On vous a parlé du Super Bowl aussi. Alors, on va peut-être en parler en fin d'émission. Également, en début de saison, dans le baseball majeur cette semaine pour 2 petites équipes. Le reste, ce sera la semaine prochaine. Donc là, il y a un méchant buffet d'offres de paris sur le Mise au jeu plus, miseaujeu.com pour le début de la saison dans le baseball majeur. Je ne sais pas si tu as vu l'offre complète. J'imagine que oui, le Max. Mais c'est assez pointu puis c'est assez niché. Là. Si vous voulez aller sur toutes les offres possibles au niveau offensif, défensif, les lanceurs en série ou non, vous allez passer un beau petit temps sur le site. Non seulement j'ai vu ça, mais Gonzo, je m'excuse. Là. Déjà que j'étais mêlé avec les Padres et les Dodgers qui s'affrontent en Corée, qui jouent des matchs de saison alors que tout le monde joue des matchs de pré-camp. Ils reviennent jouer des matchs hors concours après. Ça n'a pas de bon sens. C'est quoi cette affaire-là? Ah non, un peu de sérieux. Là. Essayons de booker Rob Manfred la semaine prochaine, si tu veux, OK? J'ai beaucoup de questions. On a beaucoup de choses à discuter. Numéro 1, stade, ici à Montréal, Bassin-Peel. Merci, réglé. Expo de retour. Numéro 2, c'était quoi cette affaire-là? Merci. C'était beau l'image. Hein? Attends un peu, ça sonne. Allô? Rob t'appelle? Oh, OK. Ouais. OK, bye. Ouais. Non, c'est pas Rob. Non. C'est le bookie à Otani. Aïe! Qui veut venir sur l'émission la semaine prochaine. T'es allé là. Oh, t'es allé là. C'était trop facile, je suis désolé. OK, mais merci de confirmer que c'est louche, le Shohei Ohtani. C'est louche. C'est très louche. Pete Rose, il aurait aimé ça dans son temps, savoir que tu avais juste à avoir un interprète qui prend le blanc. Puis non, mais là, je fais des blagues. Là. Évidemment, il n'y a rien de fait pour Shohei Ohtani. Mais si vous n'avez pas suivi l'histoire, son interprète qui est congédié pour avoir volé 4,2 millions de dollars pour couvrir des dettes de gambling. Mais on se contredit dans les histoires. Ohtani était au courant, finalement, il n'était pas au courant. C'est bizarre. C'est très, très, très bizarre. Tu as vu passer l'entrevue de la journaliste qui travaille à ESPN qui a eu l'interprète en entrevue et qui finalement réalise que c'est un peu bizarre ce qui se passe. Elle le rappelle pour une autre entrevue. Elle lui pose la question, est-ce que tu avoues que tu m'as menti lors de la première entrevue? Et il répond oui. Fait que là, OK, qu'est-ce qu'on fait? Alors, enquête de la part du baseball majeur, on aura peut-être plus de nouvelles pour vous éventuellement. Mais la morale de l'histoire, ne faites pas comme l'interprète et fixez-vous un budget.
Bravo. Fixez-vous un budget. Non, mais écoute, j'allais le faire. On a pensé à la même affaire. On a pensé à la même affaire. Même si vous êtes l'interprète d'un très richissime joueur de baseball, il faut toujours se faire un budget, il faut toujours le respecter et il faut toujours, Gonzo, que ça demeure un jeu. Un jeu. Quand c'est rendu ces sommes-là, c'est plus un jeu. Non, c'est plus un jeu. Puis regarde, lui, il a volé ou il a emprunté ou il s'est fait prêter. Bref, c'était beaucoup trop. Et c'est pas plaisant pour lui qu'il n'y ait plus de job aujourd'hui. Non, malheureusement. Écoute, j'espère sincèrement que Shohei Ohtani n'a rien à voir là-dedans parce que, écoute, le gars avait une réputation nickel. Ça n'a pas de bon sens. Ah non, et la réputation au Japon, c'est pas nécessairement la réputation non plus en Amérique du Nord. Hein? C'est pas les mêmes valeurs, les mêmes mœurs. Ça va avoir un impact énorme sur Shohei Ohtani si jamais, et je dis bien si jamais, il y a à avoir quelque chose dans ce dossier-là. Une autre grosse histoire cette semaine, Max, l'arrivée de David Reinbacher à Montréal. Non. L'arrivée de David Reinbacher à Laval, plutôt avec le Rocket. Premier match ce soir pour David Reinbacher, qui 3 matchs en 3 soirs pour le Rocket de Laval. Tu t'attends à quoi? Là? J'ai même vu qu'il y a des offres de paris ce soir sur David Reinbacher là, sur la mise au jeu plus. Oui, donc vendredi soir, le premier des 3 matchs pour le Rocket. Hey, quel week-end! 2 matchs à Belleville, 1 à Toronto. La saison, on va savoir, c'est pas compliqué. Lundi, on est fixé. Si jamais vous écoutez le podcast lundi, là, le Rocket, pour moi, est fixé. Si jamais il perd au moins 2 matchs là-dedans, je pense qu'on peut oublier les séries pour le Rocket de Laval. Je parlais avec Anthony Marcotte, bien sûr, qui décrit les matchs là, du Rocket. On ne s'attend pas de l'avantage numérique tout de suite pour David Reinbacher, peut-être même pas de désavantage numérique de la deuxième paire, quand même beaucoup de minutes à 5 contre 5. Donc, je ne m'attends pas nécessairement à des points tout de suite pour David Reinbacher. Moi, Gonzo, je pense que peut-être 0 point. C'est une possibilité. Je le vois difficilement d'un point de vue défenseur droit, avantage numérique, tout ça tasser Logan Mailloux qui a une première saison professionnelle assez sensationnelle. Mais j'ai quand même hâte de voir David Reinbacher parce que ça a été une saison difficile pour lui. Blessure, changement multiple d'entraîneur. Hâte de voir. Ouais, je suis d'accord avec toi pour une chose. Puis, tu sais, on a beaucoup parlé d'attente cette semaine pour lui. Je veux dire, décalage horaire, changement de dimension de patinoire. Là, allons-y tranquillement pour David Reinbacher. Donc, dans le match de ce soir, quand on regarde les fameux paris, je ne m'attends pas à un but de Reinbacher et je ne m'attends même pas à une passe. Donc, ce n'est pas super payant. Si vous y allez de moins d'1 point, c'est une cote de 1,55. Quoi qu'on ne sait jamais, c'est un gars qui bouge bien la rondelle. C'est égalité numérique, une bonne sortie de zone, deuxième passe sur un but, ça pourrait être probable également. Ceux qui pensent qu'ils sont optimistes, ça peut être payant pour vous ce soir pour David Reinbacher. Mais allons-y une étape à la fois, là, assimiler un peu le jeu de la Ligue américaine qui est très physique aussi. Il y a une douzaine de matchs. Fait qu'on va voir. Et l'année prochaine, on commencera la vraie évaluation, surtout pour un défenseur. On le sait que des fois, c'est un peu plus long aussi, là. Alors, soyons patients, c'est ce que je veux dire, OK? C'est un choix numéro 5. Soyons patients quand même avec David Reinbacher. Mais moi, j'avais beaucoup aimé ce que j'avais vu au camp d'entraînement. Donc, j'ai hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir. Parce que moi, je ne sais pas pour toi, là, parce que les deux, on parle aux partisans du Canadien là, dans nos émissions respectives. Là, moi, cette semaine, j'ai reçu beaucoup de commentaires comme quoi d'un choix 5e au total, il faut au moins que ce soit un Victor Hedman éventuellement. Je suis tellement pas d'accord. Victor Hedman? Non, mais je parle en termes de production offensive. T'sais. Pour moi, si David Reinbacher est un Alex Pietrangelo, c'est un gigantesque coup de circuit. Mais c'est un grand chelem. Parce que c'est faux que tu as à être un défenseur. Puis je comprends que dans les dernières années, Kel McCarr, entre autres, et Adam Fox sont venus un peu commencer à détruire la réputation du défenseur offensif strictement offensif. Adam Fox et Kel McCarr, un peu plus difficile cette année pour McCarr sur le plan défensif, mais c'est des gars qui sont capables de jouer de la défense. Pas comme Erik Karlsson dans son prime, pas comme Brent Burns dans son prime. C'est des gars qui ont une utilité dans les deux sens de la patinoire. Et à cause de ça, on dirait qu'on s'imagine que tout le monde, il faut qu'il soit capable de faire 80 points. Puis non. Je veux dire, Drew Doughty a fait une carrière Hall of Famer. Norris en touchant, je pense, 1 ou 2 fois aux 50 points. Duncan Keith, pour moi, était le défenseur parfait qui ne faisait pas des saisons démesurées de points. Donc, je ne suis pas d'accord que même si tu es 5e au total, il faut que tu aies une récolte de points. Pour moi, la clé pour Reinbacher, c'est le jeu complet. Oui, j'accroche sur beaucoup de choses. C'est sûr que de nommer tous les noms que tu as quand même name-droppés dans les dernières secondes, c'est très flatteur pour David Reinbacher. Ça doit être un choix top 5. C'est des styles Je comprends de jeu. que tu ne le compares pas. Non. Mais même là, même à des styles
plus diminué sans que ce soit vraiment à connotation négative. Regarde Devin Taves, dans un style plus diminué. C'est parce que Ouais, c'est moins sexy ouais. de parler de joueurs comme ça, parce que sans manquer de c'est ça respect à l'affaire. l'intelligence des auditeurs, tu veux nommer un joueur que le plus de gens connaissent pour être sûr que tu comprends le style de jeu. On va le voir se dessiner, puis on va pouvoir y aller de comparatif. C'est l'affaire, c'est que pour moi, David Reinbacher, de ce qu'on a vu, c'est un défenseur qui peut devenir un défenseur de première paire dans la Ligue nationale de hockey, qui est un défenseur qui a beaucoup d'outils dans son coffre. C'est un gars qui peut devenir très complet. Par la suite, est-ce qu'il va devenir méchant dans la Ligue nationale de hockey? Oui, c'est un gars qui a une bonne charpente, mais est-ce qu'il va utiliser son physique pour appliquer des mises en échec? Rappelez-vous qu'en entraînement, a quand même dit que c'est la première fois de sa vie qu'il avait vu une bagarre. Fait que, ça ne veut pas dire qu'il va. C'est pas parce qu'il ne se bat pas qu'il ne peut pas être physique. Ça, c'est une autre nuance. Mais moi, j'ai des doutes sur sa récolte de points. Tu fais bien de le mentionner parce que on a souvent entendu Max à son repêchage. Ah, ben oui, c'est comme Moritz Seider. J'ai de la misère quand on entend Moritz Seider. Le fait que ce soit deux bonhommes, deux gars qui jouent de l'autre côté de l'Atlantique et que ce soit deux droitiers, à part ça, pour moi, Seider a de meilleures aptitudes offensives et pour moi, Moritz Seider est plus méchant aussi. Ça ne veut pas dire que Reinbacher ne sera pas bon, mais il n'y a pas le wow factor, ce n'est pas le choix le plus sexy et dans quelques années, peut-être qu'on va effectivement ressortir le repêchage et se dire si on avait ou si on avait. Mais s'il devient un défenseur première paire, le Canadien aura fait son choix et aura fait son boulot si Reinbacher devient une première paire. Moi, il y a une chose qui m'a un peu réconcilié avec le choix de Reinbacher dans la dernière semaine, c'est que on entend de plus en plus que si le Canadien ne le prenait pas cinquième, il y a quelqu'un d'autre qui... Il y a plusieurs équipes qui ont essayé de venir chercher le choix pour pas que les Coyotes le prennent et que c'était dans le but de prendre Reinbacher, pas de prendre quelqu'un d'autre, de carrément le prendre. On avait entendu parler des Prédateurs de Nashville. Ouais. Semble-t-il que les Flyers étaient intéressés à venir chercher ce choix-là pour avoir Reinbacher et, bien sûr, Matvei Michkov après ça. Donc, moi, ça depuis. Puis, tu sais, dire ça souvent, c'est de dire que tu vas être un détracteur puis que tu penses qu'il va être un flop ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Mais j'aimais pas le choix. J'aimais pas le choix parce que moi, j'aime pas quand tu choisis pas ce qui semble être le meilleur joueur disponible. Puis moi, la fameuse réponse de Kent Hughes au repêchage qui avait été peut-être que ça aurait été différent s'il avait été gaucher. Ça, pour moi, ça crie on a repêché en fonction d'un besoin. Dernièrement, je crois lire entre les lignes que si Reinbacher, le Canadien ne le prenait pas, beaucoup d'autres équipes l'auraient sélectionné très tôt. Fait que ça me réconcilie un peu avec le choix parce que j'ai toujours trouvé que c'était un reach. Moi, ça me réconcilie avec le choix, mais encore aujourd'hui, si tu me demandes est-ce que j'aurais repêché Michkov? J'aurais repêché Michkov à la place de Reinbacher. Puis, regarde, peut-être que dans une couple d'années, Reinbacher va nous faire avaler nos paroles en raison du développement et de tout le reste. C'est difficile pour Michkov de pouvoir aussi, pour les Flyers, avoir un petit peu de contrôle sur ce qui se passe là-bas. Reste que pour moi, Michkov, c'est un joueur que le Canadien le Canadien a cruellement besoin de ce type de joueur-là. On parle encore de la saison d'Alex Kovalev en 2024, s'il vous plaît. Nick Suzuki, va-tu battre quand ici? Je suis fâché. Les deux vont peut-être devenir très bons, Max. Je leur souhaite. Je souhaite à tout le monde de devenir très bon dans la vie. Je le souhaite aux Canadiens de Montréal. Mais Reinbacher, tu vois, je parle de défenseurs de première paire. Avec tous les espoirs qui sont là chez le Canadien de Montréal, quand on regarde et qu'on se projette un peu vers le devant, si tu avais à les classer, toi, est-ce que c'est Reinbacher qui vient premier? Ou est-ce qu'il y en a un autre qui est devant Reinbacher? Oh, c'est intéressant. Est-ce que Goulet est inclus ou on l'écarte? Oui, Goulet inclus. Goulet est inclus? Oui. Aïe, aïe. C'est dur parce que on se met à faire des classements, tu sais, Goulet, Reinbacher, Mailloux, Hudson, Struble, Xhekaj et compagnie. Bon, Struble et Xhekaj sont peut-être un peu plus loin, mais quand on se projette, ça peut devenir bien intéressant. C'est là qu'on voit qu'il y a des palmarès qui sont peut-être différents d'une personne à l'autre. C'est parce qu'il n'y a pas de, justement, il n'y a pas l'air d'avoir un défenseur qui est suffisamment complet dans tous les aspects pour dire que c'est lui loin devant tout le monde. Est-ce que tu priorises d'avoir un dynamo offensif, que ce soit Logan Mailloux ou Lane Hudson? Parce que c'est ce que je pense qu'en ce moment, je vais être biaisé par le fait qu'il a été repêché 5e au total. Je vais mettre... Reinbacher? Vas-y, t'es là. C'est parce que pendant longtemps, ma réponse était Goulet, parce que moi, j'aime mieux des réponses que des points d'interrogation. Puis Goulet a des matchs nationaux de hockey.
Puis moi, je me fais souvent reprocher de surestimer Kaiden Goulet. Moi, je suis un gros fan de Kaiden Goulet. Je veux dire, le gars est dans le début vingtaine. Ce qu'il fait à Montréal présentement, début vingtaine. Imaginez-le à 25. Parce qu'on dirait, on dirait que les gens, dans leur tête, ce qu'ils ont de Kaiden Goulet-là, c'est ce qu'ils ont dans 5 ans. Pas en tout. Il joue à droite d'un défenseur que j'aime beaucoup, Mike Madison, mais qui est un défenseur prône au revirement. Non, regarde, je vais mettre Kaiden Goulet, Reinbacker, Hudson, Mailloux. Donc, 1 Goulet, 2 Reinbacker, 3 Hudson, 4 Mailloux. Mais c'est extrêmement serré. On est tous sont tous dans le même lap à la Formule 1. Et moi, il y a un gars qui est. Moi, mon mea culpa, c'est sur Logan Mailloux. J'ai jamais été convaincu sur ce gars-là en raison. Moi, ça m'inquiète tout le temps. Un gros bonhomme comme ça, qui n'était pas particulièrement bon en défense, qui domine le junior principalement parce que c'est un gros bonhomme. Et il s'est tellement amélioré sa première année professionnelle que ça, pour moi, c'est un gros wow factor. Fait que je me garde une petite gêne sur Mailloux qui pourrait continuer à bumper vers le haut. Moi, j'ai Goulet encore premier. J'ai encore Goulet premier pour, je dirais, pas mal les mêmes raisons que toi. Puis pour le fait que c'est un gars qui remplit tellement de colonnes et tu fais bien de le dire, tu sais, j'en parlais avec Reinbacker un peu plus tôt, puis je disais, ça va prendre du temps et soyez patient. Goulet est arrivé, puis il joue comme un vétéran. On l'entend depuis l'année passée. C'est un vétéran en Ligue nationale. On dirait que ça fait 10 ans qu'il joue dans la Ligue. Il ne joue pas de son bord en plus. Si ce gars-là est capable de continuer à grimper, parce que je pense que son plafond, moi aussi, est pas mal plus élevé, Kaiden Goulet n'est pas le défenseur numéro 1 à la Cale Makar ou à la Quinn Hughes ou à la Adam Fox, comme tu dis. C'est pas un gars qui va avoir 70 points dans la Ligue nationale de hockey. Je pense même pas que c'est un gars qui va... Tu sais, il va peut-être pouvoir flirter un jour avec les 50 points, mais il est capable de t'amener pas mal d'autres choses aussi dans son jeu. Je mettrais Goulet premier, Reinbacker s'il est deuxième, puis que lui aussi remplit bien les colonnes. Ça peut être 2 défenseurs assez complets, un gaucher, un droitier qui pourrait être bon pour le Canadien de Montréal. Et troisième, moi aussi, me surprend beaucoup. Et en raison du fait que je le vois jouer professionnel, et peut-être que l'année prochaine, on aura quelque chose de différent, mais moi, je mets Mailloux devant Hudson. Parce que Hudson, j'ai encore des doutes pour Hudson, pour Mailloux aussi. Mais si j'ai à les classer, pour moi, Mailloux est en avant de Hudson en raison du fait que sa stature, c'est un gars qui est plus méchant aussi, Mailloux. On connaît ses aptitudes offensives, tu l'as dit. Hudson, en tout cas, s'il est capable de le faire, bravo. Mais au niveau du coup de patin pour Lane Hudson dans la Ligue nationale de hockey, de pouvoir comprendre comment défendre face à des gars comme ça aussi, ça va prendre du temps. Si on est patient, il va peut-être se développer comme un joueur très bon. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as attrapé le commentaire de Quinn Hughes hier qui a répondu un peu sur le développement de Lane Hudson en disant c'est pas à 21 ou 22 ans qu'on va pouvoir l'évaluer, c'est plus à partir de 24, 25, 26 qu'on aura les vraies réponses. Je trouvais ça tellement brillant de la part d'un gars comme Quinn Hughes qui a eu ce parcours-là et qui a sensiblement le même physique. Et lui non plus n'a même pas encore 24-25. C'est fou pareil. Tout jeune. Non, mais c'est drôle, hein, tu parlais, puis je me posais la question, est-ce que sur Goulet, est-ce qu'il peut être une version un peu plus petite de Mathias Ekholm, ce qui était pour les Prédateurs de Nashville? Souviens-toi du temps du fameux top 4 de Nashville. Yossi, Ekholm, Subban et Ellis. Puis tu sais, bon, justement, l'affaire, c'est que Yossi et Subban, c'est des Norris. Je pense pas que tu as de Norris. Puis je pense pas que tu as aucun des deux, des gars qui peut avoir... Non, je pense pas que tu as aucun là-dedans qui peut être aussi bon que ces deux gars-là l'ont été. Mais si tu regardes en termes de style de jeu, les Prédateurs, c'était ça qui était intéressant. Ekholm était grand. C'est pas nécessairement... Ekholm n'a jamais été le gars le plus physique, mais bon défensivement. Piquet, un gars super offensif. Il y a aussi un gars super offensif. Et Ellis, même s'il était plus petit, c'est quand même un gars très respectable défensivement, qui avait un petit côté hargneux à son jeu. Très, très offensif dans le junior avec les Spitfires, mais beaucoup moins dans la Ligue nationale. Et lui aussi avait un jeu plus balancé. Donc, derrière, 2 gars très offensifs, il y a aussi Subban. Est-ce que ça peut être Hudson et Mailloux et justement Ekholm et Goulet, puis en version beaucoup plus grande, Reinbacker est ton autre défenseur plus défensif. Moi, je trouve ça quand même cool, les styles complémentaires là-dedans. Je pense qu'il y a beaucoup de partisans du Canadien de Montréal qui sont... Pas qui sont... tu sais, tu as besoin... On parlait du wow factor. Les gens ont soif, ont faim de ça. Tu sais, on pense encore à Piquet Subban qui a marqué l'imaginaire avec le Canadien de Montréal. Tu as parlé d'Alex Kovalev. On veut ce prochain joueur. Fait que c'est sûr qu'un gars qui a un profil comme Lane Hudson ou un Logan Mailloux, c'est pas mal plus attirant qu'un Reinbacker ou même, à la limite, un Kaiden Goulet parce que Mailloux et Hudson, c'est des gars qui ont quand même le potentiel de pouvoir pivoter une première vague en avantage numérique. On aura nos réponses dans quelques années.
Ouais, mais les gens aiment ça. Puis, tu sais, en fait, oui. je te pose la question parce que là, je te prends peut-être un peu les pieds plats, comme disait Claude Julien, là, mais moi, il y a quelque chose qui revient beaucoup dernièrement que j'entends, là, c'est que je me fais dire, Mailloux, si ça n'avait pas été de son histoire, c'est démêlé avec la justice, il sortait 10e, il sortait de top 15. Moi, je me dis, semble que vraiment pas. Il me semble qu'il était classé entre 20 et 30. C'est pas qu'il serait sorti plus tôt. C'est que le Canadien a surpris parce que peut-être des équipes tout juste devant le Canadien qui ont fait, ben là, nous, il a dit de pas le repêcher, on ne l'a pas repêché. Il me semble, dans mon souvenir, ça ne l'a pas fait descendre au repêchage. Ça a juste été une surprise que le Canadien ne respecte pas sa demande parce que il me semble qu'il était classé dans ces eaux-là. Il était classé dans ces eaux-là. Puis après, est-ce qu'il y a des équipes. Non, mais est-ce qu'il y avait des équipes qui l'avaient top 10? Ça, je ne peux pas te le dire. Mais je peux te dire une chose. Il y a des équipes qui l'avaient en deuxième ronde. Et pas en raison de ce qui est arrivé. C'est ça, je pensais. Donc après, il faut que vous vous replaciez également dans la période COVID où c'est vraiment pas le même échantillon que pour une année normale dans le hockey. Tu évaluais de ta maison les recruteurs. Ben oui. Puis ça, ces repêchages-là, là, ces 2-3 repêchages-là, dans, mettons, 5-10 ans, on va les ressortir puis on va se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça, ce vol-là en 5e ronde puis 6e ronde? Tous les recruteurs à qui on parlait nous disaient la même affaire. On essaie de faire le mieux qu'on peut avec ce qu'on a et il va y avoir malheureusement des flops, comme il va y avoir des grands chelems dans ces repêchages-là parce que l'échantillon n'était pas ce qui est dans une année normale. Ouais. Mais même Goulet, c'était 2020, non? C'était oui. C'était 2020, parce que 19 c'est Caulfield. Fait que 2020, c'est Goulet. Ouais. Puis moi, je me souviens, le lendemain, Tourigny, en entrevue, qui dit, moi, ce gars-là, j'aurais été prêt à le repêcher top 10. Wow! Tu sais? Fait que... Ah non, puis même entre les lignes, on entend que le Canadien de Montréal l'avait même plus haut que 16e, Goulet. Là. Sur sa liste, il était plus haut. Donc, tu sais, des fois, quand on aime un joueur, on y va. On l'a plus haut sur les listes. Ah, que c'est beau, ça, c'est poétique. C'est un bon... allons au Canadien de Montréal. Petit week-end, un match du dimanche. C'est rare que le Canadien joue un dimanche. Alors, samedi de congé pour le Canadien de Montréal. Sur la route, contre le Kraken de Seattle qui va vraiment pas bien. Tu vois quoi pour le... C'est quoi? C'est 13 défaites à leurs 16 derniers matchs maintenant pour le Canadien de Montréal. Les 4 derniers matchs aussi, c'est des défaites. Là, c'est 2 équipes qui se cherchent plus pas à peu près. Bon, merci. Merci de la précision parce que j'allais dire, le Canadien va-tu bien? Écoute, moi, je ne vais pas être sûr. Si le Canadien ne gagne pas contre le Kraken, il revient sans victoire de son voyage dans l'Ouest. C'est pas vrai qu'il va aller battre l'Avalanche du Colorado chez lui. L'Avalanche qui a 6 défaites, toutes à la régulière cette saison. Donc, non, malheureusement, je pense que le Canadien contre des équipes comme le Kraken va aller chercher un petit plus 1,5. Peu importe ce sera quoi la cote, ça va être parce qu'en ce vendredi, bien sûr, 2 jours d'avance, les cotes ne sont pas encore sorties pour ce match-là. Je vais y aller avec un Canadien plus 1,5 dans cette rencontre-là, mais pas confiant. Je pense vraiment que ça va être un voyage presque à 0, du moins à 0 victoire pour le Canadien dans l'Ouest. Pas confiance aux Canadiens, mais vraiment pas confiance au Kraken de Seattle non plus. Puis dernièrement, c'est pas beau, là, c'est pas joli. Puis Vince Dunn est une pièce importante chez le Kraken, on dirait. Depuis qu'il n'est pas là aussi, on ne gagne pas, on n'est pas capable de marquer beaucoup de buts. Ça a débalancé ce club-là. Je ne vais pas mettre ça sur un seul joueur là, parce que vous allez voir, il y a des saisons décevantes là, chez le Kraken de Seattle. Mais le Canadien plus 1,5, moi aussi, ce serait pas mal ça mon choix parce que même si le Canadien revient sans victoire, il a quand même été capable de garder ça serré. Contre certains adversaires. Fait que je serais très à l'aise d'y aller avec le Canadien plus 1,5. Puis dans les totaux de but, je ne saurais pas en tout quoi. Tu sais, j'aurais tendance à y aller moins que plus contre le Kraken de Seattle. Mais en même temps, je resterais avec le Canadien plus 1,5 qu'y aller avec le total de but parce que je trouve que dernièrement, chez le Canadien de Montréal, c'est très imprévisible. Tu t'attends des fois à certains nombres de buts, puis là, finalement, bang, c'est pas ça en tout. Puis j'aime mieux y aller avec le Canadien plus 1,5. Je pense qu'on peut s'attendre à Caden Primo dimanche. Évidemment, c'est sujet là, à surveiller ça samedi à l'entraînement du Canadien de Montréal. Caden va bien en ce moment. Mais Kraken ne marque pas de but. Puis Kraken. Le Canadien non plus. Oui, mais en même temps, le Kraken n'en donne pas tant que ça. C'est pour ça. Non, mais c'est pour ça que je réfléchissais et je me disais, ça a quand même du sens. Tu peux faire un petit teaser, donc moins de 6,5 combiné à quelque chose d'autre, moins de 7,5 combiné à quelque chose d'autre. Tu sais, en ce moment, là, il y a 2 certitudes chez le Canadien de Montréal. Nick Suzuki va récolter des points, puis tu n'as aucune idée qui d'autre va récolter des points. Parce que même Cole Caulfield et Juraj Slafkovský sont plus réguliers du tout. C'est pas vrai, Max. C'est non, vrai. Attends, si j'avais un choix pour mettre ma bille en fin de semaine sur quelqu'un, je le mets sur Slav. 6 matchs avec au moins un point. Slav, c'est quoi? C'est 20 en 22.
sais, on s'était parlé de la petite bêche de régime, il s'est quand même remis en marche, Slav. J'ai aimé ça le voir devant le filet, en plus dévier un tir. Ça, c'était bien. Je pense que Cole, lui, n'était pas content. Il aurait aimé que le but aille à son. Il serait peut-être pas rentré, par exemple. Pauvre Cole. Moi, j'ai une confession à faire. Tu sais, regarde, quand on dit qu'il y a du hasard, puis qu'il n'y a pas de certitude, même nous, on peut se faire avoir. Moi, quand j'ai vu le total de buts à 32,5 de Cole au début d'année, j'étais. Pour moi, c'était une certitude. Over, 32,5. Voyons donc. Dans ma tête, une mauvaise saison complète de Cole, ça allait être 34 buts. Puis il n'est même pas proche de l'atteindre. Et en santé. Jamais. En santé. Puis en récoltant quand même des points. Je veux dire, il y a beaucoup de passes, T-Cole. Mais T-Cole, c'est supposé être les buts. Puis cette année, ben écoute, c'est Nick finalement qui marque les buts. Max, je t'avais dit au début de l'année, là. Puis quand on regardait les paris de saison, puis je t'avais dit, OK, après 69 matchs, Slav va être à 5 buts de Cole Caulfield. Ça aurait été quoi ma réaction? Tu m'aurais traité de fou. Tu m'aurais dit Caulfield est blessé. Non, c'est pas de ça que je t'aurais dit. Non. Je t'aurais dit, wow, Slav a explosé. J'aurais pensé que c'est parce que Slav serait à 25 puis Cole 30. Tu vois, moi, j'aurais pensé à une blessure à Cole Caulfield. Okay. Je me suis dit, il y a une pointe là-dedans, il y a quelque chose. Mais effectivement, Slav est à 5 buts de Cole Caulfield. C'est assez étonnant. Tu as parlé du match du Colorado. Le Canadien de Montréal qui va jouer contre le Colorado à la maison. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Je te le dis tout de suite, Colorado moins 1,5. Colorado moins 1,5 puis au-dessus de 1,5 points pour McKinnon dans ce match-là. Écoute, je sais, tu sais, on parle énormément de Nathan McKinnon qui pourrait carrément battre un record de Wayne Gretzky. Gretzky, c'était 40 matchs à domicile avec un point. Puis c'était, si je ne me trompe pas, une saison de 80 matchs dans ce temps-là. Fait qu'il a fait la saison au complet à récolter un point. Fait que McKinnon pourrait se rendre à 41 éventuellement. Mais non seulement c'est qu'il y a des points dans tous les matchs à domicile. Je ne sais pas si tu as vu ça passer. 2,22 points par match à domicile en 32 matchs. Et seulement... 71 en 32, Max. Exact. 71. Je mets des gros guillemets, là. Seulement 1,24 sur la route. Donc 46 en 37 sur la route. 1,24, mais 2,22 à domicile. Et là, avec Nikita Kucherov qui a pris feu cette semaine, qui a 15 points à ses 4 derniers matchs, si je ne me trompe pas, il faut qu'il fasse quelque chose. Parce que ça, c'est fou. Moi, cette semaine, là, j'essayais encore de me dire, OK, qui gagne le Hart Trust? Puis là, je me disais, Kucherov a un petit ascendant, mais le fait qu'il a raté un match et le fait que Colorado, il leur reste 9 matchs à domicile versus 4 sur la route, ça va faire basculer McKinnon. C'est là qu'il récolte ses points. Il va aller chercher quasiment 20 points à domicile. Il va battre Kucherov. Le problème, c'est que Kucherov, non seulement, contrairement à McKinnon, il est aussi bon sur la route qu'à domicile, il est meilleur sur la route qu'à domicile. Parce que là, avec son 4 points contre San Jose, il est rendu à 65 divisé par 35. Puis ça, c'est du direct. Je vous calcule, il est rendu à 1,86 points par match sur la route contre 1,73 à domicile. Fait que ça va aller jusqu'à toute fin. Ça va jouer au dernier match de la saison. Kucherov, c'est phénoménal. Tu sais, c'est drôle. Je regardais cette semaine Kucherov, les points en avantage numérique de mémoire. Comme ça, je ne les ai pas, il faudrait que j'aille voir. Je pense que c'est 57. Il serait deuxième pointeur chez le Canadien de Montréal juste avec ses points en avantage numérique. Et tu as parlé de McKinnon, 71 points en 32 matchs. Il serait le meilleur pointeur du Canadien de Montréal et de bien d'autres équipes avec seulement ses matchs à la maison. Fait que cette lutte-là entre Kucherov, McKinnon, puis on va garder McDavid là-dedans parce qu'il y a eu une soirée de 4 passes. Tu te dis, OK, il est revenu dans la course. Ben non, Kucherov en met 4 Il a rattrapé aussi. McKinnon. Ouais, je sais, mais il est encore à 10 de Kucherov, pareil. Ouais, c'est fou, cette lutte-là à 3 pour vrai. En ce moment, c'est McKinnon qui a la moins bonne moyenne de points par match. Ouais. C'est 45 que je t'allais vérifier, là, points en avantage numérique pour Nikita Kucherov. C'est 45? Je l'avais un petit peu. 45 sur 122. Mais à ce sujet-là, Gonzo, on s'est fait rabrouer la semaine dernière lors de notre dernier épisode. Salutations à tous qui laissaient des commentaires, peu importe sur les divers extraits ou carrément sur l'épisode sur YouTube. N'hésitez pas. Et c'est un fan de l'Avalanche du Colorado qui nous écrit en principe. Puis écoute, j'ai pas de raison de douter de ce qu'il dit, là, Pierre-Alex, là, parce que sa photo de profil est une espèce d'amalgame du logo des Nordiques et de l'Avalanche. Et il dit le Hart, pour moi, c'est LA Buck. 2,33 de moyenne de buts alloués, 921 le taux d'efficacité. Et il dit que c'est strictement grâce à LA Buck que les Jets sont là où ils sont présentement. Donc, pour cette raison, même si les fans de l'Avalanche du Colorado, ils donnent l'ascendant à LA Buck. Gonzo, je ne sais pas si tu te souviens,
de mémoire, quelque part en décembre, on en a parlé. Et à ce moment-là, avant la remontée de McDavid, moi, j'avais Hellebuyck 3e. Avec la remontée de. Mais avec la remontée de McDavid, moi, je pense que c'est pas une année où, malheureusement, un gardien peut gagner le Hart. Si tu te souviens, l'année où Price a gagné le Hart Ross s'est gagné à 87 points par Jamie Benn. Théo, l'autre avant ça qui avait gagné le Hart, c'était la même chose. C'était une année où il n'y avait pas de marqueur de 100 points. C'est Iginla qui aurait pu le faire. Donc, pour moi, là, une année où Nikita Kucherov a déjà 122 points après 68 matchs. Il t'a deux autres gars comme McKinnon et McDavid. Énormément. Puis, regarde, tu connais mon amour des gardiens. Là. Respect à Connor Hellebuyck, mais en ce moment, c'est pas que c'est un mauvais choix, mais moi, je peux pas aller ailleurs que ces trois-là. Il va y avoir je suis vraiment curieux cette année de voir le vote. Quand le vote complet sort et qu'on voit vraiment le nombre de votes pour chacun des joueurs, ça risque d'être pas mal plus serré. Tu fais bien de nommer le nom d'Hellebuyck. Puis même si tu es un fan de l'Avalanche Colorado, c'est un bon choix, Hellebuyck. Rappelez-vous un peu, les Jets premiers encore à ce stade-ci dans la lutte contre Colorado puis contre Dallas. La lutte dans Central est complètement folle. Puis les Jets, y a-t-il quelqu'un vraiment qui les voyait faire ça? Écoute, ils n'avaient même pas en série. Ben non, puis il y a eu l'échange de Dubois, puis après, je veux dire, tu as été privé quand même de Kyle Connor pour un méchant bout. Puis Kyle Connor, quand il est revenu au jeu, était encore le meilleur buteur du club. Tu t'en rappelles, on a parlé de la séquence de fou où Hellebuyck n'avait pas donné 3 buts dans un match. Mais comme tu l'as dit, l'autre problème, c'est qu'il y a tellement de monde qui essaie de rentrer au party cette année. Parler de Kucherov, parler de McKinnon, on parle de McDavid. On doit quand même, on a parlé de Matthews un bout en raison de 70 buts, puis ce serait chiant de ne pas nommer David Pastrnak. Je sais à Montréal et au Québec, on n'aime pas les Bruins. Mais ce que Pastrnak est en train de faire chez les Bruins de Boston, ça aussi, c'est assez phénoménal. Ouais. Non, c'est tous des bons points. Puis justement, c'est pour ça que je mets l'emphase sur ce qui se fait à travers la Ligue nationale de hockey, parce que je l'avais vérifié juste pour le fun, selon mon époque, parce qu'il y a diverses façons de calculer cette statistique-là, mais la saison Hart de Carey Price, il y a eu 33,2 buts sauvés. Et Connor Hellebuyck, cette année, est à 30,6 en ce moment. Wow. Donc, ça a le temps de monter. Ça a le temps de descendre aussi, diront certains. Oui, mais c'est pour donner une idée que c'est très, très exceptionnel ce qu'il fait. C'est juste que c'est pas dans la même Ligue nationale de hockey. Donc, pour cette raison-là, moi, je pense qu'on va vraiment considérer les trois... le monstre à 3 têtes des 3 attaquants. Oui, mais il y en aurait sûrement 5 en nomination cette année, ou même 6. Fait qu'on verra dans le vote final. De toute façon, c'est le vote final qui détermine c'est qui les 3 finalistes. Pour les gens à la maison, là, c'est les 3 finalistes qui sont mentionnés viennent du vote. Donc, c'est les 3 qui ont eu les votes les plus hauts. Et par la suite, quand on annonce le gagnant, là, on voit vraiment tout le vote avec même ceux qui ont eu un petit choix là, de 8e place. Là. Fait que on verra ça à la fin juin à Vegas, encore une fois, la remise des prix. Hey, on termine la semaine rapidement, peut-être, Max, sur jeudi, retour à la maison pour le Canadien de Montréal contre les Flyers. Ça a été largement médiatisé cette semaine en raison de la décision de Torts et le fait de laisser de côté le capitaine Sean Couturier. Qu'est-ce que tu vois? Non, il n'a pas joué. Est-ce qu'il va jouer jeudi? Est-ce qu'il va jouer jeudi? Ouais. Tu penses? Ouais, il va jouer. Toi? J'espère. Moi... Un match, il va avoir fait rater un match. Les Flyers ont gagné. Moi, je me disais, Torts a passé son message. Quand je l'ai vu lui faire rater un 2e match, je me suis dit, Buddy, qu'est-ce que tu fais? Ah, mais tu peux pas changer une formule gagnante? Ah, non. Hey, ça fait 30 non, mais jours que tu l'as nommé capitaine. Je sais, c'est fou. C'est fou. Mais c'est en même temps, c'est tellement du John Torts. Tu sais, on se posait la question cette semaine, puis je la pose à vous à la maison également. Est-ce que vous voyez un autre entraîneur faire cette décision-là? Là? Puis pas juste d'asseoir un vétéran, d'asseoir le capitaine que tu as nommé il y a 34 jours. Je comprends que Pascal Vincent a posé des gros gestes en début de saison, puis il venait d'arriver et tout le reste. Mais d'asseoir ton vétéran capitaine de 34 jours, moi, je vois juste Torts faire ça. Moi, sais-tu qu'est-ce que je veux qu'il arrive, Guns? Les Flyers. Les séries, hein? Cote de 3 présentement pour que les j'adore la les séries. Moi, je pense que Torts a poussé le bouchon trop loin. Regarde, au moment de l'enregistrement, les Flyers ont récolté 3 points sur une possibilité de 4 avec cette décision-là d'asseoir Sean Couturier. Pas tout seul, d'ailleurs, Cam Atkinson, Mark Stahl, tous des vétérans. Là, tu sais, là. Ouais. Puis c'est évidemment Couturier qui marque le plus l'imaginaire. Puis je vais aller plus loin que ça. Sais-tu qui va remonter au classement? Qui? Mené par Jacques Alain. Les Devils du New Jersey.
Les Devils du New Jersey avec une cote de 7,75. Ça n'a pas rapport. Ça n'a pas eu rapport de l'année que les Devils ne soient pas en série. Leur gardien de but ne faisait pas un arrêt. Jack Hughes était blessé. Jake Allen fait les arrêts. Jake Allen, c'est un gardien qui est tricky. Il va mener les Devils aux séries. Trop tard, mais très payant. Trop tard, mais très... Hey, 7,75. Imaginez? Puis pour vous donner une idée, là, au moment de l'enregistrement, les Devils du New Jersey, c'est à 6 points d'une place en série. Donc, si ils ont 70 matchs de jouer. Ils n'ont pas de match en main sur personne. Mais c'est ça. Si je regarde froidement, mettons, la cote, le rendement versus le risque, ils ne sont pas à 12 points. Là. Fait qu'elle est vraiment haute comparativement aux autres. Mais il y a beaucoup d'équipes devant. Il y a beaucoup d'équipes devant. Mais les Flyers, je les sors des séries. Les Flyers, je suis game de les sortir des séries. Quoi qu'ils ont un calendrier très favorable. Les Flyers, dans les bons matchs qui leur restent, 2 fois Rangers, 1 fois Boston, 1 fois Floride. Mais c'est un des calendriers faciles dans la Ligue nationale de hockey pour les Flyers. Mais la cote de 3 est encore plus haute que quand on en a parlé il y a quelques semaines. Donc, donnez-moi les Flyers hors des séries. Les Devils, toi, t'es... Attends, mais tu rentres qui? Comment je rentre qui? Ben, si tu sors les Flyers, il faut que quelqu'un rentre. Ben, c'est les Caps, Max. Non. Ben, pourquoi pas? Les jeunes fringants Caps. Écoute, au moment où vous allez écouter le podcast, peut-être que la rencontre contre les Hurricanes va déjà avoir été disputée. Ils vont perdre ça. Écoute, 15-1-2, les Hurricanes, à leurs 18 derniers matchs sur la route. Ça, c'est difficile. Et c'est Darcy Kemper qui joue ce match-là, alors que Charlie Lindgren, qu'on voit à l'écran pour ceux qui écoutent en format vidéo sur YouTube, a disputé avant le match contre les Hurricanes 10 des 11 derniers matchs des Caps. Alors ça va être difficile de rembarquer Kemper. Et après ça, en fin de semaine, tu as également le match contre les Jets de Winnipeg. Moi, je pense que la semaine prochaine, quand on se parle, les Caps sont même plus dans le portrait. Je suis d'accord. Je voulais jouer. Là, je ne savais pas que tu allais sortir le tableau pour l'illustrer, mais non, je mettrais pas. Pour vrai, honnêtement, je mettrais de l'argent sur les Flyers. Je mettrais de l'argent pour sortir du portrait éliminatoire, mais je ne mettrais pas de l'argent sur les Caps à 3 fois la mise. Ton choix des Devils est franchement payant. Et l'autre club qui est à la dérive et qui est l'autre possibilité, si jamais il y a un club qui sort, c'est les Highlanders. Mais les Highlanders ont perdu leurs 6 derniers matchs. Sorokin n'arrête plus rien. L'effet Patrick Roy n'est pas là. Je ne vois pas comment. Ouais, je vois pas. La seule affaire pour les Caps, et la raison pourquoi je dis au photo finish, je vais dire non pour les Caps, même si j'aimerais ça, c'est leur calendrier. Les Caps de Washington ont un des calendriers, en fait, ont le 4e calendrier le plus difficile de la Ligue nationale de hockey d'ici à la fin de la saison. Mais vous voyez, si ce n'est pas pour vous les Caps, il y a 3,50 pour les Highlanders. Quel beau manteau de Patrick Roy sur cette photo, soit dit en passant. Il est magnifique. Magnifique, ça. Un varsity jacket, comme on l'appelle. C'était lors du match de la Stadium Series. Exact. Non, il est beau. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a pas mal de cotes sur les... puis je pense que c'est des cotes qui sont plus intéressantes dans l'Est que dans l'Ouest, Max. Là. C'est les Wings, les Flyers, les Caps, les Highlanders. Ouais. Dans l'Ouest, moi, j'ai osé le Wild. C'est pas mal fini. Moi, j'ai osé le Wild. Non. La défaite, moi, j'ai osé les deux. J'ai osé sortir Vegas et j'ai osé rentrer le Wild. La défaite contre les Kings est venue faire mal. Mais attention, il y a 2 matchs entre les 2 équipes d'ici la fin de l'année. Le Wild du Minnesota a un calendrier beaucoup plus favorable que celui des Golden Knights de Vegas. Tu parles de la force de la cédule. Là. Le Wild est 29e, donc 4e par le bas pour la cédule la plus facile. 2 fois les Requins, 1 fois les Blackhawks, 1 fois les Sénateurs, le Kraken. Il y a le match contre les Blues qui va être disputé en fin de semaine. Ça, c'est très important. Retour potentiel dans ce match-là de Joel Eriksson. Ça, c'est immense pour le Wild du Minnesota. Moi, j'ai osé le Wild, mais tout le monde me traite de fou. Mais c'est le fun d'avoir un peu de plaisir. De folie. Est-ce que les Blues qui sont remis dans le portrait, et les Blues, c'est un calendrier très favorable. Hein? À la maison pour la plupart des matchs, et ils ont un des calendriers, sinon, non, c'est le calendrier le plus facile est celui du Kraken de Seattle, mais les Blues sont 2e. C'est très improbable, les Blues aussi, mais sur papier, quand on regarde les cotes, moi, j'irais avec ça. Puis pour compléter dans l'Est, là, je suis allé voir, les Highlanders ont quand même 2 matchs contre les Devils du New Jersey d'ici à la fin de la saison. Ça va être des matchs importants. Je vais y aller quand même avec les Caps au fil d'arrivée parce que je trouve que les jeunes fringants Caps, ce serait tellement une belle histoire. Spencer Carberry aussi, dont on n'a pas parlé de l'année, je trouve.
Les jeunes Fringant Caps et Alex Ovechkin. Et Alex Ovechkin qui finalement se réveille. C'est quoi, là? C'est rendu 15-22 pour Ovi? Attends, là, mais on a la passe de Dylan Strome cette semaine. C'était, écoute, une chance que les Caps sont en course aux séries. Parce que si Dylan Strome faisait cette passe-là et que les Caps étaient dans les bas-fonds de la Ligue, t'imagines-tu tous ceux qui, en début d'année, justement, disaient les Caps, ils veulent juste faire battre son record à Ovi, comment ils s'en seraient donné à cœur joie là-dessus? Et pour ceux qui n'ont pas vu la séquence, Dylan Strome est tout seul avec le petit Wall. Et j'ai un blanc de mémoire. C'était pas Joel Edmondson. Je me souviens plus qui est le défenseur. Il se jette à plat ventre, puis c'est même pas triché. Là. Il s'est carrément mis comme un bio de bois. Puis il a dit à Wall, il a dit, tu prends un shot, puis il passera pas à Ovi. Et d'une façon j'ignore, il a trouvé la façon de la passer à Ovi, qu'il l'a mis dedans. Il voulait rien savoir alors qu'il était tout seul avec Wall. Ça m'a vraiment fait rire, cette séquence-là. Je le répète, je veux voir Ovi en série. Mais j'y crois pas aux Caps, malheureusement. L'horaire est trop difficile. Les statistiques avancées dans le pourcentage de chances obtenues. Donc, si tu es à 50 dans un match, chacune des équipes a eu 50 des chances de marquer. Les Caps sont 28e dans la Ligue dans toutes les situations de jeu, à quelque chose comme 46 de chances de marquer en moyenne dans les matchs, et ils sont 26e à 5 contre 5. Ça n'a pas de bon sens que cette équipe-là sont où ils sont. Tout est contre eux. Là. Je veux dire, le différentiel de moins 31, ça aussi, je veux dire, ce serait le pire différentiel depuis le début du plafond salarial pour une équipe qui entre en séries éliminatoires. Je pense que le pire différentiel, je l'ai vu passer cette semaine. C'est moins 24 en ce moment. Non, mais je parle le pire différentiel dans l'histoire de la Ligue tout court, sans plafond ou avec plafond. Je pense que c'est les Leafs qui étaient comme à moins, pas mal plus, là, je pense dans les 70. Moins 60, quelque chose. Mais depuis le plafond, c'est moins 24. Je ne me souviens pas c'était qui, là, mais je vais passer aussi la statistique. Quand je l'ai vu un peu, c'était qui l'équipe, mais je ne me rappelle plus. La mémoire est une faculté qui oublie, mais c'est pas grave. Reste que les Caps, ce serait fou. Puis on veut voir Ovechkin. On veut pas Ovechkin et Crosby pas en série, fait que ce serait le fun. Hey, pour compléter dans l'Est, ça, on n'en a pas parlé, puis vous pouvez le faire là, sur Mise au jeu plus, de pouvoir parier sur, OK, il y a la Coupe Stanley et tout le reste. Les gagnants de division, on a parlé de la centrale il y a une couple de semaines parce qu'on parlait des Stars, des Jets également, de l'Avalanche. C'est encore possible de le faire, puis c'est très serré. Mais la métropolitaine dans l'Est, Max, est-ce que tu es plus Rangers ou tu es Caroline? Et regardez la cote de Caroline qui est très attirante. Je ne suis pas plus Rangers, je suis 100% Rangers. Je suis 100% Rangers. La seule chose qui me fait peur, c'est que depuis qu'il est revenu, Freddie Anderson, je sais pas, moi, il s'est fait mordre par une araignée radioactive puis il est devenu Spider-Man. Il est excellent, mais je suis 100% Rangers parce que sais-tu qu'est-ce qui fait plus peur que les Rangers de New York en ce moment? Les Rangers de New York avec Igor Shesterkin qui a retrouvé sa forme de son année Vézina. Ouais. Pour moi, c'est une équipe complète. C'est une équipe... écoute, ils ont battu Boston... avec Jonathan Quick. Jeudi, avec Jonathan Quick et pas de Trouba et pas de Lindgren. Pas de Lindgren, ouais. C'est tes deux joueurs qui ont le plus de minutes en moyenne par match en désavantage numérique. Et tu as battu le Boston à Boston. Ça, c'est une équipe qui, tu sais, est moins, entre guillemets, c'est que, tu sais, l'an passé, on est allé chercher Patrick Kane puis Tarasenko. C'est sexy. Cette équipe-là, je la trouve vraiment meilleure, je la trouve mieux bâtie. Moi, au moment où on se parle, j'ai une finale de l'Est Panthers contre Rangers, puis j'ai aussi les Rangers pour gagner la division. Mais sais-tu quoi? Si je suis une équipe de la division métropolitaine, je ne veux pas gagner la division, parce que gagner la division risque de vouloir dire affronter le Lightning de Tampa Bay. Tu vas affronter les Flyers ou les Caps ou les Devils. N'importe qui sauf le Lightning, moi, personnellement. Qui sait? Surtout avec Anthony Duclair, la réincarnation de Maurice Richard. Oh, 7 en 5. Il faut que le dire, c'est avec la réincarnation de Guy Lafleur. Il va te voir. Max, come on. Il y a 12 points en 7 matchs. C'est pas 7 en 5 avec le Lightning? Oui, mais il avait commencé avec le Lightning, mais sa séquence avait commencé avec les Sharks. Donc, il y a 12 points en 7 matchs. Fais ça dans un pool, là, en fin de saison, comme ça peut être une belle alternative pour ceux qui ont encore des échanges. Je prends les Canes, Max. Je vais prendre les Hurricanes. Ils ont un calendrier plus favorable. Puis l'ajout de Genzold et de Kuznetsov qui semble s'amuser là-bas, c'est à ne pas négliger. C'est quand même une équipe qui a... Tu sais, Rod Brennamo, je l'ai tout le temps aimé, mais là, d'amener 2 joueurs... Tu as 2 gars top 6 que tu as amenés à la date limite, puis ça a l'air à cliquer. Fait que c'est une bonne chose. Les Rangers,
sais, c'est drôle, tu parlais de Kane et Tarasenko. C'est pas parce que tu n'es pas allé chercher des gros noms, là, tu sais, Roslovic puis Weinberg. Ils vont être utiles aussi aux Rangers. Mais je prends quand même les Canes. J'aime la cote de 2,10. Ils sont nés à nez. Les Canes ont un calendrier qui est un peu plus favorable que celui des Rangers. Puis après, on verra en séries éliminatoires. Mais ça, le choix présentement, c'est pas pour les séries. C'est juste pour la division métropolitaine. Je prends les Canes, 2,10. Vous savez quoi faire. Vous m'écoutez et pas Gonzo. Ouais, 4-0 dans les pizzas. Hein? On met une pizza là-dessus? Oui, on met une pizza là-dessus. Okay. Ah, définitivement, on met une pizza là-dessus. Ouais. C'est noté. J'ai hâte d'y goûter, par exemple, mais j'imagine que... à la fin de l'année. On amènera à Margot et à Adri. Oh, ouais, ils sont tout entrepreneurs pour de la pizza. Ce soir, d'ailleurs, Gonzo. Moi aussi, Max. Oh! La réservation est faite. Vendredi pizza. J'aime ça, vendredi pizza au combo en plus. Ouais, je porterai mon gilet de pizza bientôt, juste pour pouvoir véhiculer ce qu'on dit en D'ailleurs, on a un bon drip aujourd'hui. Moi, avec le logo des Mighty Ducks et toi, le patin des Canucks. Là, bravo, je suis fier de toi. C'est vrai, hein? Ouais. C'est vrai toi qui m'as offert celui-là, d'ailleurs, c'est vrai. C'est vrai, je me rappelle. C'est un cadeau de ta part, merci. Ouais, tu vois. C'est pour ça. Je commandite l'émission. Pour cette semaine seulement. Max, on va parler de balles. Parce qu'on se part un club de balles ensemble en plus cet été. Fait qu'on va parler plus de balles. Début de la saison, cette semaine, oui, en Corée, mais on attend la semaine prochaine. Puis là, on vous l'a dit au début de l'émission, vous pouvez aller fouiller dans un buffet incroyable sur le Mise au jeu plus et miseaujeu.com. Ça part de la série mondiale au trophée, au nombre de circuits sur certains joueurs, nombre de victoires pour certaines équipes également. C'est vraiment, mais vraiment un buffet attirant et alléchant. Et Max, on va commencer avec la question à chaque année. Qui va gagner la série mondiale? Je vais peut-être te surprendre. Je descends quand même dans le classement. OK. J'y vais avec... Puis c'est un choix de cœur, tu vas comprendre. J'y vais avec les Twins, avec une cote de 21. Wow. Ouais, on est quand même loin du côté des Twins du Minnesota. On est à l'extérieur du top 5, on est dans le top 10. Mon ami Dan Richard de RDS, que je salue, là, qui m'a vendu Édouard Julien 100 000 à l'heure en me disant que l'an prochain, il l'imagine peut-être même être un des membres du top 100 de la MLB, un des meilleurs joueurs à sa position. En plus, depuis qu'ils ont changé d'uniforme, tu connais mon amour pour la mode sportive. Je trouve qu'ils ont un look sublime, les Twins du Minnesota. Avec un Québécois dans la formation, c'est strictement un choix de cœur. Mais j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait l'an passé. Puis je pense que cette année, ça peut être le genre de petite équipe Cendrillon intéressante. C'est un bon choix. J'adore Édouard Julien pour vrai. Et je pense que cette année, ça va être vraiment l'année de l'éclosion pour lui. Mais tu connais mon équipe et je sais que je vais être le vilain et le méchant aujourd'hui, mais c'est correct, j'ai pas le choix. Non, mais Max, tu le sais, je porte une casquette des Dodgers 3 jours sur 4. Mon choix, c'est les Dodgers. Si j'avais à ne pas prendre les Dodgers après le magasinage qu'ils ont fait, je ne croirais pas en mon équipe. Et c'est une cote de 85. Ils vont choquer les Dodgers cette année. Ils vont choquer les Dodgers. Je te dis pas qu'ils vont pas choquer, mais en tant que partisan, je me dois de les prendre. J'aime pas la cote, par contre, je la trouve très petite parce qu'au début de la saison, ils sont largement favoris. Les Braves sont là, sont pas très loin. D'ailleurs, les Braves, ce serait peut-être mon deuxième choix parce que les Braves d'Atlanta sont solides. Ils sont solides à toutes les positions. J'adore Alex Antopoulos en plus. J'aime beaucoup Ronald Acuna. Mais les Dodgers, je veux dire, tu as vu ça au premier match. Tu sais, 3 MVP qui frappent 3 premiers. Mookie Betts, Freddie Freeman, puis Shohei Ohtani. C'est 3 des 4 meilleures cotes pour le MVP de cette saison aussi. Yamamoto s'est fait complètement détruire, par contre, au monticule. Et c'est là la seule crainte que j'ai, c'est au niveau de la santé au monticule pour les Dodgers. Mais sinon, à l'attaque, j'ai aucune crainte, aucun doute. Alors, j'y vais avec mes Dodgers de Los Angeles. C'est ce qui va arriver à tes Dodgers? Quoi? Ils vont être distraits par un scandale impliquant Shohei Ohtani, qui d'ailleurs va frapper moins de 39,5 circuits cette saison. Oh, come on! Oui, monsieur. Come on! En plus, je l'ai vu, il est monté parce qu'au début, il était à 37,5. Alors, tu sais, on a monté à 39,5 cette semaine à mise au jeu. J'imagine qu'on l'a vu avec son chandail dans les matchs réguliers puis qu'on s'est dit, mon Dieu, qui est dominant ce joueur-là. Mais j'y vais plus, Max. J'y vais plus. Ce qui est cool là-dedans, c'est que les deux cotes sont très similaires. Hein? Donc, ça veut dire que le 39,5 pour eux est vraiment sur le museau. Donnez-moi plus de 39,5. C'est un parc qui est favorable en plus aux frappeurs gauchers avec les Dodgers au Dodger Stadium.
C'est un gars qui est capable, et là, vous savez, il ne lance pas cette année. Donc, il va pouvoir se concentrer uniquement sur son rôle en tant que frappeur. Et ça me rend très optimiste. J'y donne au moins 40 circuits pour Shohei Ohtani. Il l'a fait 2 fois en 3, donc dans les 3 dernières saisons. La fois qu'il ne l'a pas fait, c'était 34. Donc, non, c'est quoi? Trop un embarrassement de richesse à LA, comme disent les Anglos. Il ne l'aura pas. Parfait, c'est correct. Mais ça aussi, pizza? Non. Oh! Non, je ne suis pas game d'aller là. Et là, non, il ne vient plus. Il choisit ses moments maintenant. Hey, de toute façon, là, cette pizza-là, elle serait pour octobre 2024. C'est pas grave. C'est un investissement, une pizza. Mais si vous venez d'entendre Max, s'il n'est pas game de mettre une pizza sur le choix qu'il vient de faire, est-ce que son choix vaut vraiment la peine? J'ai rien à rajouter. J'ai rien pour me défendre, je vais être honnête. OK, on termine avec les Jays. Les Jays sont populaires ici, vous le savez, c'est l'équipe canadienne, même si malheureusement, je ne suis pas embarqué dans le bandwagon des Jays et je ne serais pas capable de porter une de leurs casquettes. Est-ce qu'ils font les séries, oui ou non, Max? Non, puis je suis surpris que le nom soit négligé. Oui. Honnêtement, les Orioles de Baltimore ont été bons l'an passé. Les Yankees se sont armés. Moi, honnêtement, les Yankees font peur avec l'acquisition de Juan Soto. Bien sûr, Aaron Judge, sa première année là, sur le gros contrat, a été très bon. T'as encore Garrett Cole qui est là. Écoute, non, je pense que ça va être encore serré pour les Jays, mais on n'a pas fait les acquisitions nécessaires dans l'entre-saison. Puis je pense, malheureusement, qu'on est en train de manquer à la fenêtre. Oui, c'est un bon point. Moi, c'est vraiment le magasinage. Je veux dire, on a vendu du rêve à Toronto dans l'entre-saison. Je veux dire, on avait Ohtani dans un avion, la conférence de presse, finalement, ça ne marche pas. Soto, ça ne marche pas. Là, on se disait, qu'est-ce qu'on fait? OK, ouais, Cody Bellinger, on s'en prend un gaucher. Ça ne marche pas. On va finalement pas ramener Chapman, puis on va mettre Justin Turner à 39 ans à sa place. C'est une bonne acquisition, Turner. C'est un bon leader, vous savez. Bon, il a fait des séries éliminatoires, puis il a eu un rôle important. On veut montrer l'exemple à des gars comme Bichette et Guerrero. Je suis curieux de voir si l'arbitrage de Guerrero va laisser des traces. Je ne vois pas les Jays, non. J'aime beaucoup le 2 et 10. Je pense que les Orioles sont solides. Tu as parlé des Yankees. Cette division-là, les Rays sont tout le temps là aussi. Ça va être très serré. Mais si j'avais à trancher, je prends les Jays hors des séries éliminatoires. Ouais, et je suis surpris que la cote soit négligée, pour être bien honnête. Ouais, moi aussi. 2,10, là, donc c'est intéressant. Mais ça varie beaucoup. J'ai vu passer beaucoup de prédictions là, cette semaine pour les différents sites américains dans la division. Puis, on voit beaucoup une division très serrée dans l'Est de l'américaine. J'imagine que ce sera serré. Puis peut-être que c'est par une ou deux parties. Mais oui, les cotes sont favorables aux Jays. Et en terminant peut-être cette semaine, Max, le Pro Day de Caleb Williams a beaucoup attiré les regards. Les 32 équipes étaient sur place. Les Bears ont loué un autobus scolaire au complet pour pouvoir débarquer au Pro Day. Le repêchage sur 2 réseaux. Ah oui, ça n'a pas de sens. Mais on sait qu'il va être numéro 1. On sait qu'il va sortir numéro 1. Après, on sur sait le aussi qu'il va être un flop. Oh, Max. Déjà? Je l'ai entendu ici en premier. Je crois pas en ce cas-là. Non, moi non plus, je suis pas. Je trouve que le hype est trop. Je dis pas que c'est un flop, mais les choses qu'on a pu entendre depuis une couple de semaines sur Caleb Williams versus ce que ce sera, moi aussi, je ne suis pas tout à fait certain à ce point. Écoute, regarde, mon palmarès de prédire les carrières des carrières repêchés premier au total est pourri. Fait que prenez ça pour ce que ça vaut, mais je ne crois pas en gars. Bref, il va sortir premier, mais après, qui va sortir deuxième? Ou on pourrait dire, qui va sortir entre Daniels et May? Ben, c'est possible de parier là-dessus. Pour le moment, Daniels est là. Drake May, moi, c'est un gars qui m'intrigue beaucoup. Est-ce qu'il va être capable de pouvoir dépasser Daniels, à ton avis? Non, je pense pas. Hein? Je regarde beaucoup de mock draft et vous le voyez présentement à l'écran si vous écoutez en format vidéo. Là, Daniels est largement favorisé, 1,5 versus 2,1. Et la majorité, quelque chose comme 80% des mock drafts que j'ai lus ont Jaden Daniels devant Drake May. Honnêtement, je pense que tout le monde s'attend à un 1, 2, 3 de carrière. Ouais. Faudrait vraiment que les Commanders soient tombés en amour avec Drake May. Je pense qu'ils vont y aller avec Daniels. Moi aussi, je pense que je vais y aller avec Daniels. Mais rappelez-vous, il y avait eu aussi cette cote et ce pari entre Bryce Young
de mémoire, est-ce que Bryce Young était. Ouais, c'était-tu cette année, le Bryce Young ou c'était l'année avant? Mais je me rappelle qu'on l'avait fait il y a quelques années, puis finalement, c'était le négligé qui avait gagné. Mais tu veux bien le dire, tu sais, est-ce que les Commanders vont prendre Daniels ou est-ce que finalement, ce sera les Pats? Moi, pour le moment, j'irai avec Daniels, moi aussi, parce qu'on regarde la majorité des mock drafts, puis Daniels est là. Quoique, Drake May pourrait surprendre, mais c'est pas assez gros la différence entre les deux. C'est pas assez gros, la différence entre les deux. Si Drake May avait été autour de, mettons, 3,5-4, je le prenais. Ben là, oui. Quoi? Ben non, mais c'est vrai. C'est parce que je trouve que le risque versus le rendement. Si les Chiefs de Kansas City sont 20e favoris pour gagner le Super Bowl l'an prochain, Gonzo, je vais les prendre. Moi aussi. Moi aussi. Non, mais j'aime pas la cote. Je trouve que, tu sais, c'est quoi? C'est 1,50? 1,50 puis 2,10? Ouais. Daniels puis May? Ouais. Bon. Prendre Daniels, moi aussi, d'abord. La vraie question, c'est qui sera le carrière des Steelers à la fin de la saison? Ce sera Justin Fields. Moi aussi, je pense ça. Ça va être Justin Fields. Écoute. T'as-tu vu les rapports cette semaine? T'as-tu vu les rapports? Il y a certains rapports qui sont même sortis en disant si Russell Wilson n'a pas un bon camp d'entraînement, ce sera peut-être Justin Fields le partant. Ouais, il pourrait se faire couper, carrément. 1,4 million, ça coûte pas cher de le couper. Il publie encore ses vidéos ultra cringe d'entraînement avec ses lunettes de soleil et tout ce qu'il veut. Là. Mais malheureusement, j'ai vraiment aimé Russell Wilson dans son prime, là, mais la chute a été drastique. Et honnêtement, moi, Justin Fields, avec une équipe coachée par Mike Tomlin, tu le sais, je ne suis pas fan des Steelers. Je suis vraiment pas fan des Steelers. Mais j'achète ça, moi. J'achète ça pas mal plus que Ross. On va aller voir les deux en uniforme, ça c'est sûr et certain, en tant que partant cette année. Je suis pas mal d'accord. Mise au jeu plus, miseaujeu.com pour tous vos paris, que ce soit hockey, football, baseball, soccer également, March Madness. Écoute, ça n'a pas de sens. De toute façon, j'imagine salutations si votre braquette est encore en vie, mais si elle est encore en vie, vous êtes un des rares. Vous êtes 1 sur 1 million. C'est ça, hein? C'est 0.000038, je pense, quelque chose du genre. Depuis salutations à Oakland contre Kentucky. Max, bon week-end, bonne pizza. On vous le rappelle, à la maison, c'est un jeu de hasard. Hein? Alors, fixez-vous un budget et allez-y doucement, intelligemment également. Petite pizza on the side, ça peut aider aussi. Et on vous rappelle qu'on est sur toutes les différentes plateformes. Max sur YouTube et les autres aussi. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast. Et c'est rare, Gonzo, qui ressort, mais ton côté, là, génération avant la mienne, qui ressort quand vient le temps de nommer les plateformes d'écoute. Non, je te l'ai lancé parce que j'en oublie tout le temps une. Je suis tout le temps comme Spotify, Google, Apple. Là, je suis comme, c'est-tu Google ou c'est Amazon? J'en oublie tout le temps un. Fait que je sais que tes autres, c'est plus complet pour toi. Là. Moi, je n'ai pas toutes les plateformes. On est complémentaires, j'aime ça. Et voilà, tu vois, c'est ça l'important. Hey, bon week-end à tous, amusez-vous, puis on se reparle la semaine prochaine. C'est fait?